Parfait, bonjour à toutes et à tous. Il est 16h30. Eh bien, je vous propose qu'on commence. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses, du coup, à suivre ce webinaire sur la nouvelle formation aide-soignante. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue à un webinaire, du coup, animé par eh bien, les trois instituts, le CHRU de Brest, la Croix-Rouge française et l'IFSO. Je vais évidemment pas être seul pour animer ce webinaire. Bonjour Romy Potier, vous êtes la directrice de la Croix-Rouge française, des instituts, eh bien des IFAS, IFAP et IFSI de la Croix-Rouge française. Merci du coup, en tout cas, d'avoir accepté de co-animer ce webinaire avec nous. Ah, je crois que votre micro n'est pas ouvert, Romy. Pardon, excusez-moi. Oui, merci beaucoup de votre introduction. Merci Loïc. Merci à toutes et à tous de votre présence. C'est effectivement une grande chance dès maintenant de pouvoir vous présenter à plusieurs voix, hein, puisque vous allez voir, tous nos instituts sont représentés au niveau, j'allais dire, local. Et merci encore Loïc de votre introduction. Merci beaucoup. Et on va le faire justement, Romy, le tour des équipes du côté du CHRU de Brest. Du coup, Linda Vattier, bonsoir. Bonsoir à vous, Loïc. Bonsoir à tout le monde, aux participants notamment. Et on parlera avec vous justement du coup de l'organisation de cette formation. Et puis du côté également de la Croix-Rouge française, vous n'êtes pas seul, Romy, parce que Aude est avec vous également, qui est la coordinatrice pédagogique de l'IFAS. Bonsoir Aude. Bonsoir Loïc, bonsoir à tout le monde. Et puis également dans les locaux de l'IFSO, Delphine Sibéril, qui est la coordinatrice pédagogique de l'IFSO à Landerneau. Bonsoir Delphine. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue pour ce webinaire. Alors voilà, quelques petites informations tout à fait techniques. N'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long du webinaire, eh bien, à les poser. Vous avez un onglet questions-réponses dans l'onglet Zoom, dans les modalités d'action et les outils Zoom. Donc n'hésitez pas, on relèvera vos questions. Et puis on se gardera également un temps à la fin de ce webinaire pour prendre l'ensemble de vos questions et pour que vraiment à la fin de ce webinaire, il n'y ait pas de questions qui restent sans réponse. Alors justement, ce nouveau programme, les textes viennent de tomber, donc on va dire ce webinaire tombe à pic, et on va voir avec vous, effectivement, Linda, le nouveau référentiel vient juste de sortir il y a quelques jours et vient d'être validé, hein. En effet, Loïc, on a de la chance. Il vient de paraître le 10 juin 2021. On l'attendait en effet. Et il est accessible au journal officiel, hein, pour pouvoir le visualiser en tout cas. Et alors, le gros changement, dans ce référentiel, notamment dans ce référentiel de formation, c'est la durée de formation qui est rallongée, hein. En effet, la durée de formation est rallongée puisque maintenant, dorénavant, nous serons sur une formation de 11 mois. Et en ce qui concerne nos différents centres de formation, elle s'étalera de septembre jusqu'à fin juillet. Alors, on va essayer de voir avec vous, Linda, justement, un peu l'organisation un peu plus concrète, en fait. On va voir que ça change un peu. Et Oui. là, du coup, la nouveauté, c'est qu'on a une répartition égale entre les cours et les stages, qui n'était pas le cas dans l'ancien référentiel. Non, en effet, là, on peut parler vraiment d'un équilibre de formation puisqu'on considère que cette formation est de 44 semaines et sur le parcours complet, les élèves feront 22 semaines de formation en institut, donc de théorie, et 22 semaines de stage. Bien sûr, ils auront tout de même 3 semaines de vacances également. Alors, si on se projette comme ça un petit peu sur l'année prochaine, avec une rentrée en septembre, Oui, du coup, ça fait une fin de formation, voilà. un peu après la mi-juillet. C'est vrai que on décale la fin de formation par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Il est vrai que le début de formation sera à partir du 30 août et la fin de formation sera rallongée jusqu'au 22 juillet 2022 en ce qui concerne en tout cas l'année prochaine, hein. Après, la nouveauté aussi, bien sûr, ce sont les stages. Il y aura 3 stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines qui serait un peu plus professionnalisant de par sa durée en réalité. Il faut savoir qu'on a travaillé aussi en interface pour répartir vraiment les stages de façon à ce que nos élèves n'arrivent pas sur les terrains de stage tous sur la même période. En tout cas, il peut y avoir des décalages d'1 à 2 semaines pour pouvoir les accueillir comme il se doit. Voilà, parce que ça, on le sait, Linda, et je parle sous votre contrôle, mais effectivement, l'ensemble de nos élèves, en fait, vont un peu sur les mêmes terrains de stage, et c'est vrai que c'est pas forcément facile si, les élèves des trois instituts arrivent en même temps. Donc, on a essayé de répartir, en tout cas, dans nos calendriers, et que les calendriers soient pas exactement pareils, effectivement, sur les instituts. Tout à fait, et dans l'objectif également de soulager les équipes, bien sûr, pour avoir un meilleur encadrement, bien sûr.
Alors, merci Linda. On va passer avec Merci. vous, Delphine, avec un sujet effectivement, et je pense que vous êtes, vous, professionnel de terrain, eh bien, très impatient de savoir effectivement voilà, quelles sont les nouvelles activités des aides-soignants. Alors, j'y viens du coup. C'est pas une surprise. La glycémie, voilà, c'était un peu dans les tuyaux. On l'avait annoncé déjà un peu en avant-première. Le recueil de la glycémie, ça y est, eh bien, c'est officiel. Les aides-soignants pourront effectivement voilà, mesurer la glycémie. Oui, donc depuis longtemps, on entendait parler de cette activité, hein. Donc, comme vous le dites, Loïc, voilà, les aides-soignantes maintenant pourront réaliser le recueil de la glycémie par captation capillaire, donc c'est-à-dire avec une petite gouttelette de sang, mais aussi par lecture instantanée transdermique, c'est-à-dire grâce effectivement au nouveau système d'autosurveillance de la glycémie, la toute nouvelle génération, hein, où il n'y aura pas besoin de réaliser un petit prélèvement d'une gouttelette de sang. Donc, bien entendu, on reste uniquement sur le recueil. On ne parle pas du tout d'interprétation de la glycémie. Alors également, du coup, des nouvelles du côté du monitoring en fait du patient. Oui, donc nouvelle activité aussi dans tout ce qui est évaluation de l'état clinique, hein, c'est la surveillance d'une personne sous moniteur, hein, à prise de conscience directe et automatique. Donc effectivement, déjà sur l'ancien référentiel, les aides-soignants pouvaient réaliser la mesure quantitative et qualitative des paramètres vitaux comme la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Aujourd'hui, avec ce nouveau programme, ils pourront le faire de manière automatisée. Alors du côté de l'élimination également des nouveautés, avec du coup la fameuse bandelette urinaire, ça y est, c'est officiel, hein. Voilà, dans le cadre effectivement des soins en situation aiguë, l'aide-soignante, avec ce nouveau programme, pourra effectuer la lecture instantanée des données biologiques urinaires. Également, du coup, toujours dans la partie élimination, le recueil des urines. Le recueil donc aseptique d'urine hors un patient porteur de sonde urinaire. Oui, c'est-à-dire que le recueil d'urine, quand il y a une sonde urinaire, ça reste effectivement de la Ça reste un contamination. petit DE, tout à fait. Et puis, alors également, pas mal de changements au niveau de l'oxygénothérapie. Donc là, justement, les changements de lunettes en fait à oxygène. Oui, donc jusqu'à présent, l'aide-soignant pouvait assurer effectivement le montage, l'entretien du matériel, la surveillance du patient, hein, qui était sous oxygénothérapie. Aujourd'hui, avec ce nouveau programme, il pourra effectuer effectivement le changement de lunettes à oxygène, courbe avec tubulure, sans intervention, bien entendu, sur le débitmètre. Uniquement le changement. Alors, toujours dans les dispositifs liés à l'oxygène, l'apparition du masque et également le pose et changement de masque, hein. Voilà, il pourra aussi effectuer le pose et changement du masque pour l'aide à la respiration en situation stable, hein, chez un patient effectivement qui présente une insuffisance respiratoire plutôt dans la chronicité. Et puis également dans l'oxygénothérapie, c'est un petit peu la réparation en fait, hein, du coup de ce qui des fois se faisait sur le terrain. En tout cas, ce qui était autorisé dans le cadre de l'urgence, c'est la saturation. Voilà, enfin, ça va faciliter le travail des équipes, hein. Tout à l'heure, on voyait cette surveillance monitorée des paramètres vitaux. Et bien, hier, enfin, pour évaluer l'efficacité du traitement d'oxygénothérapie, l'AS pourra enfin recueillir la saturation en oxygène. Et puis alors des nouvelles activités également, la pose de suppositoire, alors qui sont vraiment en lien avec l'aide à l'élimination. Oui, complètement, hein. C'est pose de suppositoire uniquement quand c'est nécessité d'aider à l'élimination. Nouveauté également concernant les stomies. Voilà, donc jusqu'à présent, effectivement, l'aide-soignant pouvait assurer les soins d'hygiène chez une personne porteuse d'une entérostomie cicatrisée. Là, le nouveau programme vient apporter des précisions et il nous dit que l'AS va pouvoir assurer le renouvellement de la poche et du support. Bien entendu, il précise sur une colostomie cicatrisée, un non inflammatoire et plutôt ancienne. Et puis voilà, les lavages oculaires et puis les collyres également. Voilà, donc dans l'aide aux soins réalisés par l'IDE, donc on savait que déjà l'aide-soignant intervient dans la prise et l'aide à la prise aux médicaments sous forme non injectable. Et bien avec ce nouveau programme viennent s'ajouter effectivement le lavage oculaire et l'instillation des collyres. Et puis on retrouve les crèmes et les pommades également. Voilà, application de crème et de pommade, ça aussi c'est la nouveauté. Parfait, donc pas mal de nouveautés, des choses qui étaient attendues, Oui. finalement, du coup, des choses qui, voilà, faisaient plusieurs années, effectivement, qu'on se disait que ça allait être. Donc, c'est autorisé. Alors, c'est autorisé à partir de quand, Delphine? Ben, à partir effectivement le nouveau programme, hein, tous les élèves qui vont rentrer en formation à partir de septembre 2021, quand ils sortiront, quand ils seront diplômés, pourront mettre en œuvre toutes ces nouvelles activités.
Parfait. Merci beaucoup, Delphine. N'hésitez pas, en tout cas, je vous le rappelle, à utiliser l'onglet questions-réponses si vous avez des questions relatives évidemment aux activités ou relatives effectivement au fonctionnement en fait des études. Alors, on va retourner justement côté des études et côté des étudiants et des élèves, Romy, avec l'évaluation et notamment le suivi des élèves en stage. Donc là, comme pour les étudiants en soins infirmiers, on va avoir un portfolio. C'est ça, et effectivement, alors ça peut paraître une nouveauté, mais au final, il y a une certaine logique et une certaine pertinence hein, à ce qu'il apparaisse, cet outil. Il permet, tout à l'heure, Linda a exposé un petit peu l'alternance finalement qui a été modifiée avec ce canevas des stages, entre les stages et puis les cours qui a été un peu modifié. Ben là, cet outil, ce portfolio, il permet en fait à la fois pour l'élève, à la fois pour le tuteur, l'équipe également, hein, qui peut visualiser la progression de l'élève, et puis bien sûr le centre de formation, eh bien, il y a vraiment comment dirais-je, un outil qui consigne à la fois la progression, les remarques des uns et des autres, et qui permet vraiment une progression en douceur, et qui permet aussi, j'allais dire, peut-être de faire le lien davantage entre la théorie et la pratique. En tout cas, c'est ce qui a pu être observé dans la formation infirmière, puisque depuis 2009, cet outil est utilisé auprès des infirmiers. Alors, quand on regarde un peu cet outil, donc on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a 11 compétences, ce qui change aussi du coup, Romy, et puis qui sont voilà, résumées, regroupées dans 5 grands blocs. Et on va voir que l'étudiant va pouvoir s'auto-évaluer. Il va y avoir une évaluation de l'avis du tuteur et une auto-évaluation également à mi-période et du coup en fin de période. Oui, et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça en fait un outil interactif. Comme vous pouvez le constater, donc là, nous sommes sur le bloc numéro un, bloc de compétences numéro un, et vous pouvez voir également donc, tous les critères d'évaluation qui ont évolué également, puisque, vous l'avez compris, les soins ont évolué et quelque part, les responsabilités aussi hein, associées aux soins ont progressé. Donc voilà, c'est vraiment ça apporte une lisibilité différente, j'allais dire, sur cette progression en stage. Et on va venir justement du coup sur la façon, en tout cas pour l'étudiant, pour l'élève, de valider en fait son stage et valider son cursus. Quand on voit effectivement sur la diapo suivante, là, ça va être la synthèse de l'ensemble des périodes de stage sur, par exemple, effectivement, la compétence 1 qui appartient au bloc 1. C'est ça, et finalement, il n'y a pas tellement de différence dans la réflexion, dans la logique de validation finalement des compétences, hein, des blocs de compétences, puisqu'il y a toujours une synthèse qui est réalisée avec une moyenne, si on peut dire ça comme ça, période après période. Et là, donc, c'est vraiment un travail tripartite à la fois avec l'élève, avec le stage et puis le centre de formation pour mesurer justement cette acquisition des compétences. Et là, le processus, hein, j'ai envie de dire, de validation des élèves ne change pas par rapport à l'ancien référentiel. On reste sur la moyenne des compétences. Effectivement, il faut que l'élève ait la moyenne eh bien, à l'ensemble des compétences et à l'ensemble également des évaluations en institut de formation. Oui, les compétences, en fait, sont évaluées à la fois lors des stages et également il y a des évaluations, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, il y a des évaluations qui sont attachées, qui sont regroupées autour de certains blocs de compétences. Et c'est effectivement la validation à la fois des évaluations, j'allais dire, de l'Institut et la moyenne des compétences qui permettent la validation à la fin du bloc de compétences. Et ce qui permet également, Romy, et comme c'est possible dans le référentiel, enfin en tout cas dans l'ancien référentiel, eh bien que l'élève puisse eh bien, ne pas valider une compétence. Par exemple, on peut imaginer qu'il n'ait pas la moyenne eh bien, lors d'un stage à une compétence. Et puis tant qu'il a la moyenne effectivement sur le cumul de l'ensemble de ses stages, il va quand même valider cette compétence. Oui, et ça peut s'entendre également parce que eh bien, nous savons qu'il y a des endroits plus propices hein, pour développer certaines compétences. Euh, voilà,
Et Ça puis, c'est le droit, c'est le dire fameux, de... entre guillemets, droit à l'erreur dans notre système, effectivement, d'apprentissage. On a le droit, effectivement, et les étudiants ont le droit, effectivement, à l'erreur au moins une fois, du coup, Exactement. eh bien, dans leur processus d'apprentissage. Exactement. Et puis, rappelons-nous que chaque élève a aussi un parcours qui lui est propre, hein. En formation aide-soignante, nous avons souvent des gens qui peuvent être en reconversion professionnelle avec des facilités plus ou moins dans certains secteurs d'activité et puis qui vont justement pouvoir mettre en œuvre ces compétences pleinement dans des secteurs bien spécifiques. Alors, on va passer avec vous, Aude, sur justement l'évaluation sur le terrain. Voilà, c'était un peu, entre guillemets, une arlésienne et même chose, du coup, ça y est, on peut le dire, les MSP disparaissent. Donc, c'est vraiment la disparition des MSP. Oui, tout à fait. En fait, c'est une question et une inquiétude que les terrains de stage se posaient, même nous, hein, depuis un an ou deux. Et en effet, dans les textes, il est ressorti qu'il n'y aura plus ces fameuses mises en situation professionnelle. Alors, que va-t-on faire à la place? Eh bien, on va justement, importance du suivi par les tuteurs et notamment nous, dans l'accompagnement des tuteurs, hein, dans leur rôle, on a mis en place un livret des tuteurs que l'on vous fournira, hein, Delphine vous en parlera tout à l'heure, mais on a travaillé l'ensemble des écoles justement pour vous aider, vous les tuteurs, sur les terrains de stage. Voilà. Donc, importance du lien IFAS et lieu de stage, hein, que l'on va renforcer, notamment les contacts téléphoniques, mails, voire même notre présence sur les terrains. Nous n'hésiterons pas à nous déplacer ou à faire des visios selon la convenance pour vraiment avoir un partenariat renforcé avec les terrains et que vous ne vous sentiez pas démunis surtout. Voilà, ça, c'est important. C'est pas effectivement les instituts vont voilà vont pas en fait donner entre guillemets en fait cette compétence. On va vraiment accompagner en fait en tout cas les terrains de stage parce que effectivement c'est vous les professionnels de terrain qui allez évaluer en fait ces fameuses 11 compétences. Mais on va vous mettre en place effectivement tous les outils et puis également du coup le fait que les formateurs puissent se déplacer puissent. Donc il faudra surtout pas hésiter à solliciter les IFAS quand eh bien, un étudiant, un élève pose des difficultés ou quand vous avez une situation un peu problématique. Oui, tout à fait, c'est notre objectif, hein. C'est vrai que la MSP peut nous manquer, nous aussi, hein, ce regard justement sur la pratique. Donc, vraiment l'importance d'avoir le regard des professionnels du terrain mêlé à nous, la partie théorie, et vraiment ce travail de partenariat main dans la main pour évaluer justement ces 11 compétences, hein, 10 modules, mais pour 11 compétences. Bon, alors, et finalement, entre nous, c'est pas une mauvaise chose, cette disparition des MSP. Il faut savoir que voilà, on validait en fait, entre guillemets, en tout cas, on invalidait sur des MSP des élèves qui étaient tout à fait capables et qui avaient des très bonnes capacités, parce que ce jour-là, le jour de l'examen, il y avait un stress, et puis il y avait ce côté un petit peu, voilà, que vous avez forcément connu, du coup, un petit peu théâtral, où même le patient, du coup, était très préparé pour que la MSP passe. Et à l'inverse, du coup, on avait aussi des fois des élèves qui était très juste, des fois trop juste. Et puis, voilà, aller choisir un soin qui était facile. Et puis, on n'avait pas de quoi invalider en fait le soin et invalider l'élève. Donc, c'est aussi voilà vraiment ce qui devient cohérent, c'est que l'évaluation de l'élève se fait vraiment sur les 11 compétences. Et là, c'est vraiment la responsabilité du terrain de stage de dire bah non, on valide pas cette compétence et quitte à faire un rapport circonstancié et se dire cet élève, par exemple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'a pas les aptitudes, il n'a pas les capacités, en tout cas, pour avoir le diplôme. Oui, tout à fait. Alors, on va revenir avec vous, Romy, du coup, sur l'évaluation des modules. Et puis, alors, voilà, on voit une jeune étudiante avec un mannequin. C'est, j'ai envie de dire, en tout cas, le retour ou en tout cas la place plus prégnante pour la simulation, notamment lors des évaluations dans les instituts. Oui, effectivement, et ça, alors c'est déjà fait hein, dans la plupart de nos instituts. Et là, la simulation va prendre pleinement sa part dans l'évaluation. Et comment dirais-je, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des évaluations du portfolio. Là, en fait, nous, on va dire en pratique, mais à l'Institut, nous allons pouvoir également évaluer hein, le niveau de compétence des étudiants, des élèves. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez une compétence, vous le savez, c'est un savoir agir en situation. Et là, eh bien, nous allons pouvoir, grâce à des scénarios,
mettre l'élève en situation, dans une situation la plus proche possible de la réalité, et pouvoir ensuite faire donc les fameuses 3 étapes de la simulation. Alors, merci Loïc, effectivement, donc les 3 étapes, d'abord le briefing où on prépare un petit peu le contexte, on présente le contexte aux élèves avec, nous vous le rappelons, hein, des élèves qui sont observateurs, et puis, mais en même temps observateurs, mais également qui vont réfléchir à la situation, qui vont ensuite venir alimenter le débriefing. Un élève ou plusieurs élèves qui vont être en situation, donc ça peut être selon les instituts derrière une glace sans teint, mais souvent, en fait, c'est filmé, hein, dans la plupart de nos instituts, c'est filmé, et ça permet ensuite, eh bien, dans cette chambre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à des chambres de service, eh bien, nous allons ensuite analyser grâce au débriefing avec des formateurs, et puis parfois aussi, on peut inviter des tuteurs, des maîtres de stage, des gens, des professionnels, en fait, tout simplement, qui vont faire le débriefing. Merci Romy, avec cette spécificité également de la possibilité d'utiliser des comédiens lors des Oui, simulations qui peuvent jouer le ou les patients du coup, hein. ça, c'est vraiment très intéressant parce que eh bien, les élèves, quand ils se retrouvent en simulation, et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà testé, quand ils se retrouvent en simulation, ils oublient extrêmement rapidement, hein, qu'ils sont dans une situation simulée. Et en fait, la compétence reprend le dessus, et c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec des comédiens. Voilà, et donc là, la spécificité de ce référentiel, c'est évidemment qu'il y a la simulation, mais que la simulation va également en fait être utilisée pour des épreuves eh bien de certification et des épreuves d'évaluation, hein. Complètement, complètement, oui. Et alors, c'est vrai que, en fait, c'est là qu'on voit, hein, qu'il y a vraiment beaucoup de liens entre la théorie et la pratique dans ce nouveau programme, puisque à la fois nous, lorsque nous allons les faire travailler sur des pratiques simulées, eh bien, nous allons, j'allais dire, un petit peu les préparer pour les moments où ils vont venir vers vous en stage. Et vous, de la même façon, par la multiplicité des situations qu'ils vont rencontrer, et puis bah, l'aide à l'analyse que vous allez en faire, eh bien, ils vont revenir plus musclés en centre de formation et être force de proposition aussi par rapport à leurs collègues. Et ça, c'est très important. Merci Romy. Aude, on va voir avec vous effectivement du coup 3 nouvelles modalités qui apparaissent dans ce référentiel qui permettent de renforcer le suivi, de encore mieux, j'ai envie de dire, accompagner l'élève dans son cursus de formation. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle en fait. C'est quelque chose qu'on attendait grandement. La première chose, c'est l'API, en fait, l'accompagnement pédagogique individualisé de 35 heures qui va nous permettre vraiment de prendre l'élève comme il est et de pouvoir l'aider en fait à juste titre sur ses besoins. Donc prioritairement, c'est la langue française, hein, qu'elle soit lue, comprise, parlée. Mais il y a aussi tout ce qui est arithmétique, informatique, communication, relation avec autrui. Et on va vraiment pouvoir se pencher sur vraiment les problématiques que l'élève peut rencontrer. Et ça sera vraiment individualisé donc pour l'accompagner et l'aider. Deuxième D'une modalité. part, oui, le suivi pédagogique, alors que l'on faisait tous et toutes, hein, qui existait, mais maintenant il est vraiment formalisé sur la base de 7 heures tout au long de l'année, donc qui sera fait en plusieurs étapes, hein, au moins 3 fois dans l'année, des rencontres individualisées avec l'élève pour voir son projet, son parcours en début et en fin d'année, Et puis et enfin, l'accompagner au mieux. dernière modalité, c'est les fameux TPG du coup. Oui, alors les TPG également qui existaient, hein, depuis longtemps, mais maintenant qui sont comptabilisés sur la base de 35 heures sur l'ensemble des 10 modules et qui ne sont pas comptés à l'intérieur des modules. C'est-à-dire que selon le référentiel, nous avons tant d'heures pour chaque module et désormais, ces 35 heures de TPG sont à effectuer et ne sont pas comptabilisées dans les modules. Donc, c'est du plus. Merci Aude. Un petit focus, du coup, on en a parlé tout à l'heure, Delphine, effectivement, sur le livret des tuteurs. Donc, un livret qui a été travaillé eh bien, avec l'ensemble des instituts présents, qui va vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'aider un peu les tuteurs et que les tuteurs aient des outils un peu clés en main pour mieux accompagner les étudiants.
Oui, tout à fait. Donc, nous avons, comme l'annonçait tout à l'heure Aude, hein, nous avons travaillé ensemble. Il nous semblait important et judicieux d'avoir un livret commun, hein, pour que vous puissiez effectivement accompagner les élèves et soignants lors de leur stage. Dans ce livret, vous allez trouver plusieurs informations, hein, comme par exemple le nouveau programme, donc, tout ce qu'on a pu aborder depuis le début de ce webinaire, mais aussi les calendriers de formation, hein, certains ont des calendriers de formation très individualisés en fonction des parcours. Aussi les modalités d'absence, par exemple. Ce guide va vraiment vous aider à comprendre quel est votre rôle en tant que tuteur, vos missions, hein, dans le suivi, mais aussi l'évaluation des élèves et de soignants. Alors concrètement, vous trouverez des outils très très pratiques, comme par exemple la fiche d'observation des soins, parce qu'effectivement, il n'y aura plus de mise en situation professionnelle, mais il faudra accompagner quand même les élèves. Donc, nous avons co-construit une fiche d'observation des soins à partir des critères de qualité de soins. Donc, vous la trouverez, elle sera à votre disposition. On a aussi réfléchi ensemble pour harmoniser notre raisonnement clinique ou démarche de soins. Donc, on a on a revisité en tout cas notre méthodologie. Notamment aussi un guide pour remplir effectivement le portfolio. On a fait un rappel aussi un petit peu des nouvelles activités aides-soignantes et là on l'a fait sous forme de foire aux questions, du type par exemple l'interne demande à Jennifer, qui est élève aide-soignante, de relever la saturation d'oxygène de Madame Rose et puis au besoin de modifier le débit d'apport en oxygène. Est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle ne peut pas? Donc là, on vous apporte des réponses en s'appuyant bien entendu des textes législatifs. Pareil, vous avez un stage qui se passe un petit peu moins bien, c'est compliqué, et puis on a besoin de votre retour, et pour ça, votre retour, vous allez le faire notamment grâce au rapport circonstancié. Donc, comment élaborer ou formaliser un rapport circonstancié? On vous donne des outils. Voilà. Alors, ce livret des tuteurs va vous être adressé, hein, à l'ensemble des terrains de stage courant septembre 2021. Exactement, donc ce sera un format papier et avec la possibilité de peut-être qu'il y aura des changements en fait dans les années. Voilà, ce sera en tout cas la possibilité de réactualiser ce livret, hein. Voilà, donc là, c'est un premier jet, hein. Donc, bien entendu, ce livret, il va falloir le faire vivre. Et puis, on a pensé effectivement qu'on sera amené peut-être dans les années à venir à le réajuster, à l'actualiser. Et c'est un livret qui va évoluer en fonction des années à venir. Et puis on espère également, Delphine, pouvoir faire revivre effectivement du coup les fameuses après-midi ou les matinées des tuteurs. Là, Oui. on avait pu faire des après-midi en tout cas ou des matinées, notamment avec Romy, et bien voilà, en visio. On espère en tout cas pouvoir vous réaccueillir au sein de nos instituts bien dès en 2021. En tout cas, voilà, on espère en 2022 sûrement. Et je me permets d'ajouter, ce livret des tuteurs, voilà, on l'a co-construit. Bien entendu, on attend votre retour. Si il y a des membres, vous souhaitez qu'on ajoute d'autres choses, c'est pas suffisamment clair, voilà, il faut revenir vers les équipes pour que c'est ensemble qu'on va avancer. Merci Delphine. Alors une autre information qui concerne en fait les tenues professionnelles. Ça c'est voilà l'information euh, qui était déjà parue, transmise du coup l'année dernière, mais qui en tout cas qui va vraiment être mise en œuvre cette fois à la rentrée dès la rentrée 2021. Oui, donc on a commencé à l'entendre, hein, avec cette pandémie que nous avons traversée, hein, pour renforcer les règles d'hygiène et de sécurité, hein, pour les usagers, les élèves et leur entourage. Il y a effectivement l'instruction du 9 septembre 2020, hein, qui demande aux établissements sanitaires et médico-sociaux, publics ou privés, de mettre à disposition, hein, des tenues professionnelles et d'assurer l'entretien de celles-ci. Cette mesure va être à mettre en œuvre dès la rentrée 2021. Alors, c'est vrai que l'ARS et je parle sous le contrôle de Romy, mais du coup, l'ARS a transmis effectivement à l'ensemble des terrains de stage cette instruction et c'est vrai que nous a demandé, en tout cas nous, Institut, eh bien, de ne plus fournir des tenues aux étudiants parce que voilà, c'est vrai que dans un souci en fait de réalisme, c'est vrai que les étudiants ramenaient leurs tenues chez eux et c'était pas effectivement l'idéal en termes d'entretien et en termes de circuit du linge. Et puis, s'ils mettaient leurs tenues à la blanchisserie de l'établissement, il y avait de grandes chances quand ce sont des gros établissements et que les tenues ne sont pas pucées, effectivement, de ne pas retrouver leur tenue. Donc, en tout cas, voilà, ça sera mis en œuvre dès la rentrée. On fera évidemment une information avant l'été à l'ensemble des terrains de stage pour rappeler cette nécessité de mettre à disposition effectivement une tenue professionnelle pour les stagiaires. Oui, merci Loïc.
Eh bien, justement, petit focus un peu sur les nouveautés et les nouveautés au sein de nos instituts de formation et suite au Ségur de la santé, nos instituts augmentent en termes de capacité. C'est le cas à la Croix-Rouge française, Romy. Oui, donc au sein de la Croix-Rouge française alors de Brest, nous avons une augmentation capacitaire avec 69 élèves qui entreront à l'Institut en septembre, donc 25 élèves aides-soignants de plus. Nous avons également ouvert l'apprentissage aide-soignant en janvier 2021. Et puis sur Rennes, nous ouvrons également une antenne aide-soignante, donc à partir de septembre. Voilà. Même chose, Linda, du côté du CHRU de Brest, une augmentation du quota des élèves. Vous passez à 100 tourons. En effet, on a une augmentation de quota de plus 20 élèves pour la rentrée de septembre 2021. Et en ce qui concerne notre rentrée de janvier 2022 pour nos élèves apprentis, nous restons sur une promotion de 40 élèves. Et puis quelques nouveautés du côté, côté Landerneau. Donc, on ouvre une antenne à Châteaulin, du coup en mars 2022. Et puis, on ouvre également une section d'apprentissage sur l'année 2022. Voilà, même chose du coup. En tout cas, vous retrouvez toutes ces informations sur nos différents sites internet. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux. Du coup, je crois que nos trois instituts sont sur Facebook, sur Instagram. Et puis, voilà, on a sur nos sites internet. On va passer du coup effectivement à vos questions. N'hésitez pas, en tout cas, même chose, je le rappelle, dans les onglets questions-réponses. On va voir ensemble vos questions. Alors, il y avait des questions, une question de Madame Enaf qui disait, bonjour, est-ce qu'il y a une possibilité effectivement pour les stages? Est-ce que ça peut être des stages de jour ou de nuit? Je crois que, voilà, Linda, je crois que c'était vous sur sur les stages. Voilà, les stages de jour comme de nuit seront possibles, hein. Seront possibles en effet. Et c'est vrai qu'au vu du nombre d'élèves supplémentaires que nous allons accueillir, on comprend bien qu'ils puissent aussi avoir des difficultés d'accueil selon les terrains de stage. Et ce qui rendrait possibilité, ou en tout cas plus fluide ces capacités d'accueil, c'est probablement des modifications au niveau des horaires de stage. Donc c'est vrai que s'introduit bien sûr la possibilité de réaliser des nuits. Maintenant, il faut que les nuits soient adaptées en termes de pédagogie, de compétences à acquérir en fonction du service dans lequel sera accueilli l'élève. Exactement. Alors, Du coup, tout si à je fait. peux Oui, bien sûr. rajouter, alors si je peux rajouter, à l'intérieur des textes, il est bien notifié qu'il faudra que chaque élève passe par au moins une expérience de nuit et un week-end. Alors, quand on dit une expérience de nuit, c'est pas un stage de nuit, ça peut être 2 ou 3 nuits et un week-end, compris dans l'ensemble de la formation minimum. Voilà, et même chose, du coup, l'ensemble des quotas horaires, par exemple les fameuses 43 heures maximales par semaine, tout ça, ça sera précisé effectivement dans le livret des tuteurs, combien de nuits, du coup, l'élève peut faire, notamment des plannings un peu types. Il y a toujours ces questions également liées au férié. Est-ce que, eh bien, si l'élève est en stage lors d'un jour férié, est-ce que ça compte pas? Donc, toutes ces questions-là, on les a traitées justement dans le livret des tuteurs. Quelques questions, Delphine, du coup, sur les activités. Alors, est-ce que les anciens aides-soignants pourront aussi appliquer les nouvelles compétences? Malheureusement, non, parce que eux, du coup, ils s'appuient sur le cadre législatif de l'ancien référentiel, le référentiel de 2005 ou encore d'avant. Donc, bien entendu, s'ils veulent pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles activités, ils devront suivre du coup de la formation, donc soit dans le cadre de la formation continue pour pouvoir actualiser justement leurs pratiques. Voilà, et on proposera évidemment, nous, les instituts de formation, des parcours de formation. Bah voilà, du coup, effectivement, pour les nouveaux activités, les nouveaux actes aides-soignants, mais ça nécessitera forcément, en tout cas, une formation, ce qui est logique pour la sécurité, effectivement, du patient. On imagine bien que ce soit ces nouvelles activités, que ce soit la glycémie, que ce soit tout ce qu'on a pu présenter, effectivement, nécessitera une petite formation de mise à niveau. Oui, et on l'a vu de toute manière quand on est passé du référentiel de 2005, hein, les aides-soignants qui avaient été formés avant 2005 sont venus en formation continue, des fois sur une journée, une demi-journée, pour apprendre justement la mesure quantitative et qualitative des paramètres vitaux. Ça ne faisait pas partie du référentiel d'avant 2005. Donc, effectivement, pour le nouveau référentiel, avec le nouveau programme, on part sur la même organisation. Des questions également, du coup, notamment en lien avec les outils, et c'était plutôt vous, Romy, du coup, les documents existants pour les étudiants en soins infirmiers demandent du temps aux équipes en place. Alors, est-ce que ces nouveaux outils seront-ils aussi laborieux et longs que pour les élèves aides-soignants? Alors,
c'est des outils quand même un peu plus condensés quand même, hein. Oui, alors je pense que en fait nous avons bénéficié de cette expérience justement, hein, des retours qui ont été faits par les services depuis 2009, et je l'espère en tout cas que cet outil sera beaucoup plus souple et permettra une plus grande fluidité, pardon, de remplissage. Et même chose, une nouvelle fois, du coup, on essaiera de vous mettre dans les, voilà, dans en tout cas dans le guide du tuteur, des outils. Il y aura des outils sur comment bien remplir ce fameux portfolio pour éviter d'y passer des heures. Et même chose, les équipes pédagogiques seront vraiment à votre disposition également pour le remplissage du portfolio. Des questions, est-ce qu'on pourrait avoir une trame du nouveau programme? Même chose, dans le livret des tuteurs, eh bien, il y aura cette trame, du coup, en tout cas, un tableau comparatif entre l'ancien programme et le nouveau programme. Parce que c'est vrai que les textes, les référentiels font voilà, plusieurs centaines de pages. Donc, je pense que si on vous envoie les référentiels, ça va être plus compliqué qu'autre chose. Et on a déjà fait ce travail, en tout cas, de cette étude comparative entre l'ancien référentiel et le nouveau référentiel. Cela dit, vous le trouvez puisqu'il est Oui, paru. Pour ceux qui sont vraiment curieux de le lire avant qu'on vous le fournisse, vous pouvez le trouver. tout à fait. Il y avait. Alors, est-ce que la formation étudiante va-t-elle encore s'allonger? Est-ce qu'on va passer à 12 mois? A priori, là, on va se dire que l'ancien référentiel avait tenu une quinzaine d'années. Donc, on est parti pour plusieurs années, peut-être même plusieurs dizaines d'années avec ce référentiel, cette durée de formation de 11 mois, Romy, hein. Bien, eh bien oui, c'est à souhaiter. Alors, plusieurs dizaines d'années, je vous trouve un petit peu optimiste, hein, Monsieur Judo, parce que finalement, nous nous rendons bien compte qu'il y a une progression, hein, des compétences qui glissent un petit peu, hein, de professionnels aux autres. Voilà, quand je pense aux infirmiers pratiques avancés, enfin, vous voyez tous ces corps professionnels qui naissent. En tout cas, certainement, oui, une dizaine d'années, c'est fort probable. Alors, pas mal de questions également sur plus de feuilles de notation de fin de stage. Donc là, la réponse, effectivement, Romy, c'est remplacé par le portfolio, hein. Alors, c'est le portfolio qui va permettre finalement d'analyser, hein, cette évolution des compétences. Euh, En revanche, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que pour faire, on va dire, peut-être un outil de transition, et ça, ce sera à vous aussi de nous faire remonter vos besoins, eh bien, nous pourrions réfléchir à un outil qui vous permettra justement d'être au plus proche de ce que vous aviez avant pour ne pas être complètement dérouté. Parce que nous avons bien conscience que passer brutalement d'un outil à un autre, ça peut être un petit peu complexe. Parfois aussi, ce qui se passe dans les portfolios, c'est que les tournures de phrases sont un petit peu spécifiques, avec du langage un peu pédagogique, que même nous, hein, nous, ne nous le cachons pas, nous ne sommes pas sûrs toujours de bien comprendre. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment, comme disait Madame Sibiril, c'est ensemble que nous allons avancer dans ce nouveau programme, et nous comptons également sur les élèves qui seront un peu nos ambassadeurs, c'est-à-dire que nous, en centre de formation, on va aussi leur expliquer ce portfolio parce que c'est un outil et ils doivent être acteurs, c'est leur outil et c'est grâce à ça qu'ils vont progresser. Donc c'est à eux d'investir cet outil. Romy, question également, quid des apprentis qui sont actuellement en fait en formation? C'est une question. Est-ce qu'ils vont être formés sur le nouveau programme ou est-ce qu'ils restent sur l'ancien programme? Alors, il faut savoir que donc ce programme, l'ancien programme, ne sera abrogé qu'en juin 2022. Donc, ce qui nécessite finalement de rester, hein, sur tout ce qui est entamé, j'allais dire, doit continuer tel qu'il a commencé. Donc, hélas, il n'y aura pas possibilité de se retrouver dans de nouveaux actes, par exemple, pour ces apprentis. Cependant, comme le disait Monsieur Judo tout à l'heure, nous sommes là aussi pour accompagner ces montées en compétences. Et si nous avons la chance en institut de réaliser des pratiques simulées sur certains actes, ce serait intéressant, pourquoi pas, d'incorporer les apprentis dans certains ateliers pour éviter par la suite peut-être de renvoyer les élèves, enfin vos professionnels en formation. Vous voyez, ça c'est des choses qui vont se construire petit à petit en fonction aussi des actes de soins qu'on va pouvoir développer en institut. Voilà, Je alors voudrais juste beaucoup rebondir beaucoup de peut-être, questions Romy. également. Oui.
Oui, juste Pardon, par rapport à la formation par apprentissage et du coup, le nouvel référentiel, juste peut-être préciser que la formation aura toujours lieu sur 18 mois, sur le nouveau référentiel des apprentis à partir de, en tout cas pour nous, pour janvier Oui, 2022. c'est Alors, ça, ça ne change rien finalement au Voilà. niveau du calendrier des apprentis. voilà, beaucoup de questions également sur comment faire quand on est aide-soignant, formé à l'ancien programme, du coup, et pour encadrer, par exemple, un nouvel, on va dire un aide-soignant, du coup, qui lui, par exemple, pourra faire bah, je prends l'exemple de la glycémie, je suis aide-soignant, j'ai pas été formé sur la glycémie, comment je fais pour l'encadrer? On n'a pas forcément de solution, mais il faudra peut-être passer le relais à l'infirmière, du coup, hein. Oui, oui, oui. Alors, ça ressemble effectivement, hein, tout à l'heure, Mme Sibiril évoquait les modifications qui ont eu lieu en 2005. Vous savez, vous vous souvenez peut-être, hein, de toute cette génération d'aides-soignants qui ont commencé à prendre la pression artérielle, mesurer la pression artérielle, les pulsations en service. Je pense qu'il y aura peut-être, vous voyez, des ateliers qui pourront être faits aussi. Peut-être, on peut imaginer, supervisés par les infirmiers dans certains établissements. Enfin, voilà, je pense que ça va se faire en douceur. Et au départ, effectivement, il faut un début à tout. Il y aura peut-être besoin d'une supervision infirmière. Exactement. Et peut-être, ça peut être aussi l'occasion, bah, sur nos journées des tuteurs, peut-être de prévoir, eh bien, quand on fait les après-midi des tuteurs, des matinées où eh bien, les équipes pédagogiques peuvent, entre guillemets, vous encadrer et vous former, en tout cas, sur les nouveaux actes. Ça peut être des choses qui peuvent être aussi envisageables. Une question très concrète, l'année finissant le 22 juillet, alors ce qui est le cas, effectivement, pour la rentrée 2021, est-ce qu'ils seront diplômés au 22 juillet? Alors, on a une réunion, justement, eh bien, avec l'ARS, oui, ils seront diplômés en tout cas courant. Enfin, voilà, juste après, on sera dans les alentours du 24 juillet de mémoire remis, hein. Oui, le but, c'est vraiment que les élèves puissent devenir aides-soignants le plus rapidement possible au mois d'août, parce que nous savons que bah, sur les terrains, vous avez besoin aussi de ces renforts de l'été qui vont venir renforcer vos équipes. Et effectivement, hier, nous avons eu une réunion avec l'ARS. C'est la raison pour laquelle également nous avions modifié notre première date, hein, du 17 juin, puisque l'ARS nous a convié à une réunion hier. Et ça nous permet d'être beaucoup plus complet aujourd'hui dans nos discours. Et je me permets d'intervenir Bien aussi sûr, Aude. sur, donc ils auront 4 stages dont le dernier fait 7 semaines et ils termineront comme actuellement par une période de stage. Donc cela veut dire que de juin jusqu'au 22 juillet, ils seront sur les terrains de stage. Certes, ils ne seront pas encore diplômés, ils auront besoin d'être formés, mais ça fait quand même des personnes en plus sur les terrains. Question également, est-ce que du coup le salaire, est-ce que en tout cas cette nouvelle formation aura une incidence sur le salaire des aides-soignants? Alors, on n'est pas vraiment en capacité de répondre, mais a priori, du coup, en tout cas, la fonction ne change pas, hein. Non, pour l'instant, ça reste un petit peu, disons que les partenaires sociaux travaillent autour de tous ces débats. Il y a beaucoup d'enjeux, hein, en lien avec le Ségur, en lien avec ces montées en compétences. Mais effectivement, pour l'instant, rien n'a été annoncé pour l'heure. Question également, il nous reste vraiment voilà, moins d'une minute pour ne pas voilà, dépasser le temps. Mais alors pourquoi ne pas mettre en place des MSP formatives, entre guillemets, pour remplacer les MSP? Alors la réponse, elle est un peu dans la simulation, en tout cas. Du coup, c'est ce que permet de faire la simulation. Romy et Aude, du coup, c'est vous qui traitiez le sujet. Oui, alors moi je veux bien très vite revenir sur cette histoire de MSP, puisque donc j'ai connu, on va dire, le passage MSP chez les infirmiers pour succéder aux encadrements cliniques. Très clairement, la mise en situation professionnelle, comme vous le soulignez tout à l'heure, Loïc, c'était parfois un petit peu théâtral et finalement, nous n'étions pas dans une logique compétence. La logique compétence, c'est vraiment, il se passe quelque chose, il se vit quelque chose en situation chaque jour. Et là, eh bien, on va mesurer la capacité d'adaptation de l'élève, de l'étudiant. Pourquoi pas de mise en situation formative? Eh bien, tout simplement parce que l'idée, c'est de ne pas figer l'élève dans un soin, surtout que nous nous rendons bien compte que, vous voyez, par exemple, si vous êtes à peu près, bah, vous êtes 70 participants, si nous allions dans chacune de vos structures, eh bien, vous n'avez pas forcément tous le même matériel, les mêmes process,
les mêmes fiches techniques non plus, les mêmes organisations pour réaliser un soin d'hygiène, par exemple. Même j'allais dire une toilette au lavabo, eh bien, vous n'avez pas tous les mêmes moyens, les mêmes organisations. Et là où c'est intéressant, c'est de se dire, on ne va pas évaluer dans une mise en situation professionnelle, on va vraiment évaluer la compétence, la capacité d'adaptation de l'élève. Merci Romy, peut-être juste vraiment peut-être 10 secondes de complément Aude si vous le souhaitez et on va devoir s'arrêter là. Alors tout à fait, on disait qu'on comptait bien sur les stages en fait pour l'aspect pratique et nous on complétera en fait la partie simulée en fait au sein de l'école. Voilà, en tout cas, on sera là pour vous aider si vous avez des difficultés au début. S'il faut qu'on passe, s'il faut qu'on mette en place, le temps que tout se mette bien en place, on se déplacera. Un grand merci en tout cas à vous de nous avoir suivis derrière vos écrans, derrière vos ordinateurs, que vous soyez chez vous en tout cas ou dans les services. Un immense merci en tout cas aux équipes des 3 instituts qui ont préparé ce webinaire. Du coup, alors il vous reste sans doute peut-être des questions, on a essayé de traiter le maximum de questions, il reste sans doute des questions. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter via nos secrétariats, via le mail que vous avez reçu d'invitation à ce webinaire. Et puis évidemment, nos équipes pédagogiques essaieront de répondre et nos équipes administratives également quand c'est un souci administratif, essaieront de répondre au mieux à l'ensemble de vos questions. On vous souhaite en tout cas un très bel été. On vous souhaite également du coup une très bonne fin d'après-midi, mais on peut me dire un très bon début de soirée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée.